Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café qu'on enregistre à la fin du mois de mai 2024. Il succède à l'épisode 368 hebdomadaire que je vous invite à écouter si vous voulez vraiment l'actu essentielle en matière de nouvelles technologies. Mais si jamais vous voulez creuser encore un petit peu plus ce qui se passe et être complet dans votre couverture de l'info, eh bien vous êtes les bienvenus dans cet épisode supplément où j'ai le plaisir renouvelé de retrouver Guillaume Poggiaspala après plus de 2 semaines d'absence. On n'est pas habitué. Salut Guillaume, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien, écoute, ça va, content de revenir aussi. T'as repris tes marques, tout va bien, on peut se relancer dans un bon vieil épisode supplément comme on avait l'habitude de Mais le faire. oui, je me suis roulé dans mon foin, là c'est bon, je suis à l'aise. Ça donne l'impression que je dis ça comme si on n'avait pas fait d'épisode pendant des années. Et en fait, bon, ça fait juste 2 semaines. Mais si je mets ça en perspective de l'innovation de l'intelligence artificielle, c'était le siècle dernier, en fait. Donc voilà, c'est pour ça. Et On il est s'est habitué à passé d'autres pas mal temporalités. de trucs quand même pendant ces 2 semaines, vous Finalement, avez vu ça? bah, oui, tu m'étonnes, entre la conf OpenAI, la conf Google, la conf Microsoft et puis tout ce qui s'en est suivi autour. C'est vrai que c'était 2 semaines assez intenses. Écoute, on va continuer à survoler l'actu ensemble parce que tu as collecté plusieurs infos et puis on sent un peu ton humeur de retour de vacances avec une section que tu as intitulée C'est pas vrai et une section que tu as intitulée C'est vrai. Donc on va aborder tous ces sujets un peu en vrac ensemble et on va toucher à plein de sujets, évidemment un petit peu d'intelligence artificielle, mais rassurez-vous, pas que, il y en a quand même beaucoup. Et puis juste aussi parce que c'est quelque chose que vous avez été nombreux et nombreux à nous demander suite à l'épisode supplément de Radio Café que tu avais préparé, Guillaume, et que tu avais concocté. On avait dit qu'on reviendrait dessus. On s'était posé la question de revenir dessus dans le cadre d'un supplément à part entière. Il y a sans doute pas matière à en échanger des heures entières, mais j'avais quand même quelques questions. Et puis, c'est intéressant que tu nous fasses part un petit peu de tes retours d'expérience sur cet exercice de style. Si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à remonter un petit peu dans le flux du podcast. Vous n'avez plus l'effet de surprise, mais c'est un supplément qui a été diffusé il y a de cela quelques jours maintenant. Je me dois quand même de rappeler, évidemment, vous le savez maintenant, les incontournables, à savoir que si vous appréciez Tech Café et qu'il vous est utile dans votre quotidien, je vous invite évidemment énormément pendant l'écoute de cet épisode à lancer votre navigateur sur l'appareil que vous avez à votre disposition, smartphone, PC, tablette, et d'aller sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez vous créer un compte et nous soutenir. Pour le prix à peu près d'un café par semaine, vous pouvez suspendre votre participation à tout moment et la plafonner. C'est notamment très utile si vous soutenez plusieurs créateurs sur Patreon. Parce que oui, nous ne sommes pas les seuls à utiliser Patreon et je vous invite évidemment globalement à soutenir les créateurs de contenu dont vous profitez au quotidien. Et puis je vous invite aussi à déposer votre avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict si vous ne l'avez pas déjà fait, pour contribuer à améliorer la notoriété de Tech Café pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le podcast et qui envisageraient de lancer un épisode. Les épisodes peuvent être, allez, on va pas se mentir, un peu longs parfois, un peu plus d'1 heure, donc les gens sont d'autant plus prêts à le faire si jamais ils ont compris que dans cette heure, ils vont avoir de l'info, qu'ils vont passer un moment et peut-être même qu'ils vont gagner du temps parce que combien de temps il faudrait pour lire l'intégralité des articles que tu digères et que je regarde de mon côté, Guillaume, et puis d'en extraire les éléments intéressants, les éléments importants. Ça peut prendre pas mal de temps. En fait, moi, je pense qu'un épisode de Tech Café de plus d'1 heure, ça vous fait gagner énormément de temps si jamais vous voulez suivre la tech, si jamais vous partagez cet avis. Surtout l'avis Apple Podcast ou Podcast Addict est évidemment le bienvenu, mais évidemment, le soutien sur patreon.com/techcafé est également le bienvenu. Rendez-vous aussi sur le site techcafé.fr où vous retrouvez les liens vers tous les sujets qui sont abordés et qui ont servi à construire les conducteurs. Et puis, vous pouvez également réagir dans les commentaires sur ce site internet. Donc, c'est partie gagnante. J'ai plusieurs retours aussi d'auditeurs qui me disent que dans leur app de podcast, ils ont la liste des notes de l'épisode qui sont tronquées. Donc, j'en suis navré. Malheureusement, j'ai tout regardé. Je n'ai pas la main, moi, de mon côté, pour garantir le fait que l'intégralité du conducteur figure dans les notes de l'épisode. J'envisage peut-être de raccourcir énormément les notes de l'épisode dans votre app de podcast pour vous mettre le lien vers l'article sur techcafé.fr. Et là, pour le coup, c'est sûr, vous avez toutes les notes. Le site est complètement optimisé pour mobile, évidemment. Donc, je pense que ça peut être un bon palliatif. J'y réfléchis. Si jamais vous avez des avis à ce sujet, je prends vos retours dans la rubrique réaction du serveur Discord. Guillaume, sans autre forme de procès, j'ai l'impression qu'en consultant plein de news, tu as eu cette réaction.
mais c'est pas vrai. Et évidemment, à prendre sous plein d'émotions différentes. On commence avec ce bon vieux dinosaure. On parlait de gros animaux dans l'épisode hebdomadaire. Ce bon vieux dinosaure qui est Windows XP, Guillaume. Ouais, on commence cette section, la section concoctée par le Captain Obvious en personne, avec une info qui vous étonnera pas du tout. Il faut plus utiliser Windows XP sur un ordinateur connecté à Internet, c'est pas sécure. Alors, ok, mais à quel point? En combien de temps un PC sous XP laissé en slip sur Internet attrape-t-il une petite vérole? Un YouTuber a essayé pour vous et ça a pris 10 minutes. Il a rien fait. Même pas ouvert un navigateur. Hein. Il a lancé une VM, évidemment, il est pas fou. Puis il a attendu. Et en quelques heures, tout porte à croire. Il l'a connecté à Internet, quoi. Voilà, il a connecté à Internet, c'est tout. Hop, il a lancé le truc, connecté à Internet, ça suffit. En quelques heures, donc en 10 minutes, il a commencé à voir un process très bizarre dans le truc, dans le gestionnaire des tâches. Et en quelques heures, tout porte à croire que sa VM faisait partie d'un petit botnet. Donc un des malwares qui s'est pris a même résisté à un antivirus. Tu passais Malwarebytes, pardon. Et bon, apparemment, ça n'a pas très bien marché. Donc attention, quand même, petite réserve, le YouTuber a désactivé le firewall. Donc c'est quand même un peu artificiel tout ça. Parce que j'ai testé pour vous, je me suis dit pourquoi, je veux dire, j'ai testé pour vous, donc j'ai fait la même chose. J'ai pris un Windows XP SP3 avec son firewall, et pour le coup, moi, j'ai rien vu du tout. Au bout d'une bonne heure, j'ai rien vu du tout. J'allais dire peut-être que le firewall de l'époque, même s'il l'avait activé, serait pas si performant que ça, mais j'ai l'impression que tu contredis un peu l'impression que je pouvais avoir. En fait, c'est peu probable que quelqu'un, enfin ça peut arriver, hein, si quelqu'un utilise Windows XP SP1 ou SP2 et pas de firewall, oui, c'est là je veux dire, effectivement il va se faire déchiqueter. Mais si tu utilises la dernière version, tout simplement SP3, configurée de manière standard, en fait, moi j'ai rien vu passer. Attention, ça veut pas dire qu'il faut continuer à utiliser Windows XP, bien entendu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment plus du tout un OS adapté à autre chose que du rétro gaming, hein, et encore il faut être prudent, mais ça montre aussi qu'un firewall c'est bien, d'une part, et que YouTube, ça aime bien les trucs sensationnalistes quand même. Tiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelle surprise. On continue avec les surprises, Guillaume. Justement, tu parlais de machines virtuelles avec VMware. Oui, alors j'ai utilisé VirtualBox parce que VMware, de toute façon, il n'y a plus de version gratos. Puis de toute façon, j'utilise VirtualBox par habitude, mais tout simplement, si j'avais été un utilisateur de VMware, j'aurais été, en particulier si j'avais été un client payant, j'aurais sans doute eu envie d'aller élargir mes horizons, hein, parce que c'était vraiment prévisible. Hein. Les fortes hausses de prix consécutives à l'acquisition par Broadcom font réfléchir certains prestataires web, dont ComputerShare, qui a passé ses 24 000 machines virtuelles sur Nutanix. Et ComputerShare, c'est quand même pas rien, c'est 14 000 employés, 3,3 milliards de chiffre d'affaires, donc voilà, c'est un truc... Tu songes à le faire depuis un petit moment, et puis t'es jamais suffisamment emmerdé pour sauter le pas. Et là, ils ont eu le petit coup de pouce qu'il leur fallait, et finalement, ils sont très contents, parce que même au-delà du prix, en fait, ça marche mieux. Bon. Donc, Broadcom va-t-il finir par étouffer VMware? Je pense qu'ils s'arrêteront avant d'étouffer leurs clients les plus précieux. Ils s'arrêteront juste avant que ça fasse vraiment mal. Tu sais, quand c'est inconfortable, mais pas vraiment douloureux. Alors, il y en a qui aiment, mais il y en a non. Merci, VMware ou pas. On continue avec la pédopornographie synthétique qui semble faire l'objet d'arbitrage. Je pensais que c'était déjà le cas, mais... c'est encore une porte ouverte à enfoncer. Hein. La pédopornographie, même synthétique, c'est de la pédopornographie et ça coûte aussi cher. La preuve avec un ingénieur logiciel américain qui vient de se faire appréhender, qui risque jusqu'à 70 ans de prison avec une peine incompressible de 5 ans au moins dans tous les cas. Il faut dire que dans son cas, il n'y a pas que les 13 000 images de porno synthétique qu'on a trouvées sur son portable, hein. Il y a aussi le fait qu'il en distribué sur Telegram et qu'il a contacté un gamin de 15 ans sur Instagram auquel il en a envoyé. D'ailleurs, il y a un vrai souci de pornographie sur Instagram, de pédopornographie sur Instagram d'ailleurs, étonnamment. Et donc il a utilisé une version de Stable Diffusion pour ça, et évidemment Runway et Stability AI essaient de se distancier autant que possible de l'affaire. J'ai pas plus de détails techniques honnêtement, il n'y en a pas dans l'article. Il est très possible que le gars ait utilisé un modèle fine-tuné spécifique, ou au moins des LoRa pour améliorer le rendu des images sur son thème favori. Mais bon, voilà, donc c'est démontré maintenant, parce qu'après on verra la condamnation réellement, mais bon, ce qui est clair, c'est que ils ont voulu aussi faire passer un message. La pédopornographie, synthétique ou pas, ça se paye cash pareil. C'est presque rassurant, un arbitrage différent était quand même pour le moins détonnant. On continue avec les surprises pas si surprenantes avec Amazon et son rapport au monde du travail. Oui, il est principalement intéressé par le pognon Amazon, hein, et énormément moins par les conditions de travail de ses employés ou par l'éthique de l'IA. Les plus gros actionnaires continuent d'écarter les propositions qui sont faites par d'autres actionnaires, hein, vraiment, par d'autres groupes d'investisseurs,
quand ça leur paraît mettre en péril le chiffre d'affaires, même quand ces propositions sont mises sur la table 3 années de suite et concernent des sujets qui sont pas déconnants, comme le comportement anti-syndical d'Amazon, les conditions de travail, l'usage abusif d'algorithmes et d'outils, d'outils IA aussi pour monitorer les employés, comme des robots. Et plus ou moins directement, ça concerne aussi le nombre plutôt élevé de blessures dans les centres Amazon. En fait, il y a 14 propositions qui ont été faites à la réunion annuelle et le conseil d'administration a appelé à voter contre toutes les fois. Parce que les marges, c'est important. D'ailleurs, on se doute que la prochaine révélation d'Amazon, ça va être un nouvel Alexa conversationnel à la GPT-4 Omnibus, et on s'attend à ce qu'il soit payant, et qu'il fasse d'ailleurs pas partie de l'offre Amazon Prime, ce serait en plus. Alors, Alexa sera-t-elle plus séduisante que Sky encore, que Feu Sky ? On verra bien, mais bon, il faudra, puisque s'il faut vraiment payer pour. Oui, il faut convaincre, effectivement. Alors, dans la continuité, on a une évidence, mais qu'on a déjà relayée, qui est que l'AI Pin, le petit gadget connecté de Human, était un bid, un échec, mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là, Guillaume. Et oui, c'est un échec, sans déconner. Alors ok, certains diront que c'est encore un peu tôt pour le dire, après tout, le PIN, il est sorti il y a 2 mois, même pas. Ok. Et bien Human est déjà en train de chercher un repreneur. La boîte qui a commis le gadget, fondée par 2 ex-Apple, comme quoi, cherche à se vendre pour entre 750 millions et 1 milliard de dollars. Je pense qu'après le Pins lui-même, c'est quand même le deuxième truc le plus cocasse que cette boîte ait fait, parce que qui va acheter 1 milliard de dollars une boîte dont l'unique produit est un flop commercial et une aberration technique ? Je suis très curieux de voir ça. À noter que Sam Altman a injecté quelques millions dans Human à lui-même, donc ça relativise un petit peu ses talents visionnaires, quoi. Ouais, effectivement, c'est bien de le souligner. On continue avec une autre évidence. Alors, on en était convaincus quand on en parlait ensemble, Guillaume. Les superchargeurs étaient un argument important de Tesla. Et j'utilise l'imparfait, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que vous le savez, l'équipe qui travaillait sur les superchargeurs chez Tesla a été virée. Un petit peu de recul maintenant, Guillaume, là-dessus ? Oui, et Tesla et Musk en particulier est en roue libre, donc un petit tunnel de news pour l'illustrer, et c'est effectivement autre évidence qui aura manifestement échappé à Elon. Les superchargeurs, en fait c'était bien, et donc après avoir viré tout le monde, y compris le cadre de la division en question, Tesla fait demi-tour et affirme vouloir investir 500 millions dans le réseau, et doit du coup réengager les gens qu'elle vient de virer. Alors parce que un truc incroyable est arrivé après la vague de licenciements massifs, il restait même plus assez de gens pour maintenir le réseau existant, et encore moins pour finir les travaux d'installation qui étaient déjà commencés. Elon, néanmoins, estime qu'il est un excellent CEO, et qu'il est normal qu'il pilote Tesla. Il serait, je cite, pas confortable d'ailleurs avec l'idée de faire des produits IA et robotiques chez Tesla, à moins qu'il ne possède 25% de la compagnie. Donc, grosso modo, la vision de Musk est assez claire, Soit il possède 25% des votes au board, obtient son énorme bonus de 46 milliards, et alors Tesla devient la plus grosse et la plus riche boîte du monde, soit il n'est pas confortable, et il fera la partie IA et robots ailleurs, et bon, dans sa tête en tout cas, Tesla est désormais une compagnie robotique, intelligence artificielle, ce qui sous-entend que Tesla ne vaut rien sans ces 2 composantes. On peut donc tout à fait interpréter ça comme une prise d'otage. Une prise d'otage particulièrement bizarre de la société, qui est soit j'ai 25% des votes, et le contrôle, soit je pars avec les joyaux de la couronne et je laisse la boîte couler. Parce que c'est à peu près ça l'idée. Donc ça, c'est l'interprétation d'ailleurs aussi du site Electrek, qui pourtant a été un temps plutôt favorablement disposé vis-à-vis de Tesla. Alors, c'est quand même très bizarre parce qu'en pratique, comment il fait ? C'est-à-dire, pour partir avec l'IA de chez Tesla et pour aller faire ça ailleurs. Comment, et même s'il se barre d'ailleurs, admettant qu'il se barre complètement et qu'il fasse son truc chez XAI, qu'est-ce qui empêcherait Tesla de continuer par elle-même le cas échéant ? Je sais pas trop. C'est vraiment très... c'est pas clair, quoi. Alors, les sorties de route régulières de Musk, de toute façon, ça fait pas des heureux chez les actionnaires. Pas tous les actionnaires sont super ravis. Il y a un groupe qui vient d'envoyer une lettre exhortant à voter contre l'octroi de son méga bonus, là. En fait, ça va même plus loin. Pour certains de ces dissidents, je connais pas la proportion pour être honnête, mais bon, il y a clairement un groupe dissident. Tesla a un énorme problème de gouvernance. Il n'est pas fiable, Musk, il domine totalement le conseil d'administration. Et de conseil d'administration qui comporte par ailleurs son frère et un ami intime. Une bonne partie du reste d'ailleurs est paniquée à l'idée de le fâcher. Et ça irait même jusqu'à consommer de la drogue, comme Musk, pour éviter le contrarier. Bon, j'étais assez étonné de lire ça, vous pouvez aller voir, ça vient du Wall Street Journal. Donc bon, c'est ce qu'on peut lire dans le journal. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Tesla est en perte de vitesse, pour conclure cette métaphore filée, n'est-ce pas, tellement journalistique. Une action à $179, bien loin de son niveau ne serait-ce qu'il y a 1 an.
Ah un oui. catalogue qui n'est pas très fourni, avec des modèles qui ne sont pas forcément concurrentiels sur les prix en tout cas par rapport aux Chinois. Et enfin, un pari assez hasardeux sur les taxis autonomes, un domaine qui est très complexe à maîtriser et qui prend du temps, et comme Waymo l'a démontré. Certains ont confiance en la technologie de Tesla, donc qui sera du full end-to-end neural networks, voilà, full neural networks, avec aussi évidemment des millions d'heures de données fournies par les clients et tout ça. Mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté de créer un vrai robot-taxi fonctionnel, qui soit d'ailleurs fonctionnel, sûr et rentable. Parce que Waymo, il a démarré très tôt. Leur technologie a beaucoup évolué depuis 2018, mais ils restent toujours très très prudents. Et ils ont construit une infrastructure aussi derrière. Parce qu'avoir une assistance à la conduite dans une Tesla, c'est une chose. Parce que s'il y a un problème, c'est le chauffeur qui va intervenir. C'est pour ses pieds, quoi. S'il y a un accrochage, c'est pour ses pieds. S'il y a un pneu crevé, c'est lui qui va le remplacer. Bon, ok. Mais si Tesla fait un robotaxi, tout ça, c'est pour ses gros pieds à elle, à Tesla. Qui va changer la roue de robotaxi en rade? C'est pas le client, hein. Et tout Ah. ça, c'est cher. Ça s'organise, comme le monitoring à distance que Waymo utilise depuis qu'ils n'ont plus besoin de conducteurs directement dans les voitures. Et puis, il y a un journaliste d'Ars Technica qui a testé le FSD 12.3, et oui, il est mieux, mais en 45 minutes, il a dû effectuer 2 corrections à la main quand même. Alors, c'est Aïe. pas grand-chose, mais enfin quand même. Donc là, c'est le 12.4 qui est annoncé pour le mois d'août, avec le robotaxi. Et alors, pour que le robotaxi soit prêt pour un déploiement, le 12.4, il faudra qu'il soit vraiment sacrément meilleur, quoi. Donc, on va voir à quel point Tesla se lance dans une aventure, pertinente ou pas, À suivre. d'un point de vue économique. Oui, d'un point de vue économique. On continue à parler directement de voitures, mais plus globalement de l'industrie pétrolière. Tu peux faire un petit point d'actualité et a priori, ils sont pas à la hauteur de leurs promesses sur les engagements climatiques, c'est ça? Disons qu'on fait une petite sous-section énergie pour faire la transition avec 2 infos incroyables. D'une part, les pétroliers continuent à extraire un max de pétrole, exactement comme d'habitude, malgré tout ce qu'ils peuvent dire ou pas sur l'urgence climatique. Et d'autre part, faire voler des jets privés avec du maïs ou du colza, c'est pas très réaliste. Alors, ces 2 articles du Guardian, qui sont bons pour le moral, effectivement, qui font des petites mises au point. D'une part, il y a l'Institute for Policy Studies qui est formel. Donc, l'aviation privée est en train de faire une grosse campagne de greenwashing, ni plus ni moins. L'idée de faire du carburant avec de la biomasse, ça peut être du maïs cultivé pour, ou alors ça peut être des pots de banane que tu sors de tes poubelles, voilà, de la biomasse. Ça, effectivement, ça pourrait réduire de 20% les émissions. Si c'était fait correctement, et si c'était possible à grande échelle, ce qui n'est pas le cas. Le rapport se concentre sur les jets privés qui sont encore d'ailleurs 30 fois plus émetteurs de CO2 par passager que les vols classiques. Cela dit, le problème n'en serait que plus grave, j'imagine, si on considérait le truc complet. En fait, en 2022, les États-Unis ont produit dans les 60 millions de litres de carburant. Le carburant bio, entre guillemets, c'est-à-dire issu de la biomasse, quoi. Et les objectifs du gouvernement Biden, c'est d'en produire 11 milliards de litres en 2023. Ouh là là. Non, d'ici 2020... pardon. 2023, non. Non, pas 2023. D'ici 2028. Alors, c'est quand même 183 fois plus en 6 ans. Punaise. Ça reste beaucoup. Et donc, à moins d'affamer certaines parties du monde, on voit pas trop comment faire. Donc le kérosène, il a de beaux jours devant lui, et puis ça tombe bien parce qu'on a un extrait toujours plus de pétrole, et il y a toujours plus de nouveaux projets d'extraction un peu partout. Et ça, c'est Oil Change International qui a passé au crible à la fois les engagements et les vrais bilans et les projets de 8 compagnies pétrolières majeures. Et vous devinerez pas, en fait, aucune n'agit sérieusement une seule seconde pour essayer de rester en dessous du seuil d'1,5 degré, même pas en rêve. Si tous leurs plans se concrétisent, si tout le pétrole envisagé est extrait et brûlé goulûment, comme c'est quand même le plus probable, on serait plus dans les 2.4. 6 boîtes sur 8 ont des plans écrits noir sur blanc pour accroître leur production de fossiles. Le pétrole en particulier, dans le cas de Shell, on n'augmente pas le pétrole, mais on augmente le gaz. Et je vous passe les critères exacts d'adéquation avec les objectifs climat qu'elles se sont elles-mêmes pris. Mais bon, toutes ont été notées par l'association, soit insuffisantes, soit « non mais c'est sérieux ». Et les Américains sont dans la catégorie « non mais t'es sérieux ». Shell n'est pas d'accord, bien sûr. Il affirme réduire de toutes ses forces ses émissions. On se demande bien comment, parce que racheter des crédits carbone ou parier sur des technologies hasardeuses en termes d'efficacité et de viabilité, comme la recapture du CO2, ça compte pas vraiment. La recapture du CO2, si vous pariez dessus pour sauver le monde, c'est un pari risqué. C'est limite une roulette russe. Le rapport annuel Big Oil Reality Check de Oil Change International a été approuvé par plus de 200 groupes internationaux de défense du climat. C'est le 4e de son genre, et il n'est pas beaucoup plus reluisant que les autres.
J'ai rajouté, parce que je voulais faire un petit parallèle, je ne sais pas si tu as suivi, Guillaume, les émissions carbone de Microsoft. Il y a un petit point avec une publication qui a été faite. Je ne sais pas si tu te rappelles des engagements dans les dates et Oui, bien sûr. la neutralité carbone, etc. Ils voulaient être carbone négatif, tu sais. Oui, même carbone négatif, hein, au-delà du neutre carbone négatif. On peut faire un petit point d'actualité. Les émissions carbone, l'empreinte carbone de Microsoft a augmenté de 30% depuis 2020. Il y a évidemment le calcul des différents scopes. Donc, sur les scopes 1 et 2, Microsoft a effectivement fait baisser les consommations de 6,3% en 2023 comparé à 2020. Donc, très bien. Par contre, ces émissions indirectes, donc toutes celles qui viennent des autres activités indirectes, ont augmenté de plus de 30%. C'est intéressant de voir que c'est plus trop un sujet dont il parle ces derniers temps, Microsoft non plus. Je pense que tôt ou tard, il faudra peut-être rendre des comptes sur les engagements, non? Tu crois pas? De toute façon, là, c'est une transition rêvée pour passer dans la section où on va parler un petit peu d'IA et d'énergie et de tout ça, parce que Oui. et d'IA tout court. Mais bon, parce que finalement, oui, comme toutes les grosses boîtes, elles ont besoin de compute, elles ont besoin de calcul. Voilà, Oui. le calcul, c'est devenu le nouveau pétrole, hein, le nouvel or. Et ça, tout ça, ça coûte du jus, hein, ça coûte de l'électricité, et donc, selon d'où elle vient, cette électricité, ça devient très, 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 très compliqué. Tu sais que j'ai même entendu, mais il faut pas le prendre très, très au sérieux, mais que XAI envisageait même de voir s'ils pouvaient pas faire une centrale à fusion pour alimenter leur super gros prochain data center. Mais c'est quand même Microsoft qui envisage de faire des centrales à fission, hein, des centrales nucléaires standards, pour alimenter ces data centers, tellement ils ont besoin d'énergie. Parce que pour le coup, oui, les besoins d'énergie explosent et l'IA, ça aide pas. Alors, donc du coup, transition directe, effectivement, hein, est-ce que l'IA sera grillée par la grille? Tu vois, est-ce qu'on va avoir... Parce que le goulet... clairement, au-delà c'est pas le fric, finalement, le goulet d'étranglement. Parce qu'on parle de boîtes qui sont déjà tellement méga riches, tellement giga riches, que c'est même plus le fric, le goulet d'étranglement, ça devient carrément l'électricité, quoi. Ça devient carrément la puissance. Et alors, c'est quand même c'est quand même un sujet extrêmement complexe, et qu'on a déjà vu un petit peu passer, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, si t'écoutes effectivement beaucoup de gens, on court à la catastrophe, c'est-à-dire que par exemple, la chef du marketing d'ARM prévoit que l'IA pourrait avaler un quart de l'électricité américaine d'ici 2030. Quand même. C'est une hypothèse qu'il faut prendre avec prudence. C'est absolument monstrueux. C'est énorme. N'oublions pas quand même que ARM se vante d'avoir des puces les moins consommatrices du marché, et que donc être alarmiste sur l'explosion de la consommation, ça les arrange quand même un peu. Mais il est indéniable que ça repart à la hausse. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est dans une période de l'histoire qui fait penser à la fin du millénaire. Parce qu'en 99, il y a un article de Forbes qui disait que les technologies de l'information bouffaient entre 8 et 13% de l'électricité américaine, et que d'ici 10 ans, elles pourraient en dévorer la moitié. Donc Forbes prévoyait, tranquille, qu'en 2010, la moitié de l'électricité américaine allait être consommée par les technologies de l'information. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que les ordinateurs, les serveurs, les appareils consomment la moitié de l'électricité aux US en 2010? Non. Et on a su plus tard que les 8% déjà de 99 étaient largement surestimés. On était plus autour de 3%. Et la demande d'électricité, finalement, n'a pas explosé. Loin de là. En fait, elle est restée à peu près stable jusqu'en 2008 au moins. C'est ce que montre un article sur le site Heatmap, qui est spécialisé dans un petit peu tout ce qui touche l'énergie. A posteriori, on peut constater que cet alarmisme a quand même servi à certains acteurs industriels, en particulier à des acteurs industriels de l'énergie fossile. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il y a des points communs et puis il y a des différences. Déjà, effectivement, la consommation est repartie à la hausse, et c'est en partie clairement à cause de l'IA, mais c'est aussi en partie à cause du Bitcoin. C'est pas que l'IA. Et les bitcoins aussi continuent à tourner, à consommer des quantités astronomiques d'énergie. Je pensais que c'était terminé cette histoire, mais oui, tu nous rappelles à leur douloureux souvenir. Bien sûr que non, c'est absolument pas terminé, ça continue et ils consomment toujours plus d'énergie, toujours plus. Donc on a des prévisions angoissantes, ça c'est vrai, ça manque pas. L'Agence internationale de l'énergie elle-même estime que l'énergie consommée par les data centers IA et les cryptos pourrait doubler d'ici à 2026. Mais là, je peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce que c'est même possible, en pratique, de doubler la consommation en 2 ans? Alors peut-être, je sais pas, mais quand même, ça me paraît vraiment énorme. Tu vois, parce que c'est pas facile. Un data center, ça se monte pas du jour au lendemain non plus, tu vois. Et puis il faut, encore une fois, trouver des endroits où c'est possible sans tout casser. Et il y en a de moins en moins des endroits où c'est possible sans tout casser. Sur le sol américain en particulier, il faut des endroits qui sont un peu reculés, avec toutes les infrastructures modernes quand même.
Et il faut qu'il y ait une bonne grosse centrale électrique pas loin. Et ça, c'est pas si évident à trouver finalement. Donc ce qu'on peut constater plus simplement, par contre, c'est qu'encore aujourd'hui, cette panique, l'Amérique va plus avoir assez d'électricité, ça fait des heureux. Et ces heureux, c'est les mêmes qu'en 99, c'est les compagnies d'énergie qui, elles, sont trop heureuses de démarrer des centrales, de redémarrer des centrales à gaz pour rajouter des mégawatts à la grille, parce que cette grille est en danger, donc on va rajouter des mégawatts de gaz en prévision. Les US vont pas forcément voir la moitié de leur énergie bouffée par les data centers en réalité, mais par contre, ils risquent d'y avoir un perdant, c'est le climat, encore une fois, parce que c'est des mégawatts de gaz, voilà, c'est super, mais c'est du gaz. Le gaz, c'est mieux que le charbon, bien sûr, mais bon, c'est quand même fossile. Bien sûr, il est très difficile de savoir à l'avance combien d'énergie sera bouffée par qui, en réalité. Et comment, voilà, il ne faut pas oublier le facteur innovation. Et c'est un facteur innovation qui est aussi super important parce que vu l'échelle des dépenses, innover, ça rapporte énormément d'argent dans ce cas-là. Et on ne sait pas si dans 5 ou 10 ans, les calculs IA seront faits avec des puces comme aujourd'hui, ou avec des choses très très différentes qui consommeront une fraction vraiment de l'énergie. Avec un scénario finalement qui rappellera peut-être plus celui de 99, qui sera peut-être moins catastrophique, beaucoup moins catastrophique que ce qu'on imaginait au début du millénaire. J'en parle souvent d'ailleurs en supplément de constructeurs alternatifs, comme Cerebras, Samba Nova ou Grok. Grok qui est très en vogue en ce moment. Il y a des choses même plus radicales. Par exemple, Intel travaille sur une famille de composants alternatifs qui est vraiment pour ça, c'est la famille Loihi, qui sont des puces neuromorphiques. Loihi 2 a été annoncé par Intel il y a un petit moment. Ils ont fabriqué un système là qui regroupe un nombre de connexions qui est enfin honorable. Loihi, c'est un design de puce qui est très différent d'un truc normal avec mémoire à calcul séparée. Vous avez mémoire d'un côté, les puces de calcul de l'autre. Là, on fait... normalement, c'est ça. Vous avez une grosse mémoire très rapide et des unités de calcul de multiplication de matrice, tout ça, de l'autre côté. Là, les puces neuromorphiques, c'est pas du tout ça. Elles imitent dans une certaine mesure les neurones, dans le sens où elles le font directement en hard. On les programme pas, les neurones, ils sont en hard dans la puce. Donc c'est des neurones in silico, avec des connexions avec d'autres, et les signaux passent dans ce réseau, qui fait vraiment penser à un morceau de cervelet, mais en plastique. Et la mémoire et le calcul, comme dans le cerveau, ne sont pas distinctes, ce sont les mêmes choses. Et tout se fait au même endroit, en quelque sorte. Alors l'OI n'est pas une nouveauté en soi, c'est un truc qui date de 2021, même en version 2, mais en fait, ce qui est un peu nouveau, ce qui est un peu récent, c'est son intégration fonctionnelle dans un système qui a 1152 processeurs, et qui lui permet d'atteindre une échelle crédible, finalement, pour une utilisation pratique. Donc c'est un rack, ça se présente sous forme d'un rack, qui a 1,15 milliard de neurones et 128 milliards de synapses. C'est distribué sur 1152 processeurs, plus l'OI 2. C'est un système qui s'appelle HalaPoint. Et bon, vous savez, on parle souvent du nombre de poids d'un réseau de neurones. Le nombre de poids, en fait, le nombre de paramètres, le nombre de poids, c'est des neurones logiciels, et chacun de ces poids, en fait, représente une synapse, puisque c'est la connexion entre deux neurones, le poids. Donc finalement, le système HalaPoint, il est équivalent à un réseau de 128 milliards de paramètres. Et là, c'est pas du tout négligeable, parce qu'on arrive tout doucement à des tailles qui sont équivalentes à ceux des grands modèles de langage, et qui sont déjà suffisants pour plein de tâches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la pointe, il consomme 100 fois moins d'énergie, dans le meilleur des cas, que des puces conventionnelles. Et donc, c'est quand même prometteur, parce que ça veut dire qu'on peut faire, on peut faire à peu près les mêmes choses, les mêmes tâches, pour peut-être, alors peut-être pas 100 fois moins, c'est peut-être un petit peu trop optimiste, mais pour peut-être 10, 50 fois moins. Et donc, ça, c'est des choses qui sont difficiles à prévoir à l'avance, quoi. Donc, voilà. Est-ce que l'IA va... est-ce que l'IA va être grillée comme ça parce que justement il n'y aura plus assez d'énergie, ou est-ce qu'on aura un scénario qui est un petit peu comme celui du prochain millénaire, ou est-ce qu'il y aura probablement un peu des deux, j'imagine que ce sera un peu différent, mais ce sera peut-être pas aussi grave, pas aussi grave que ce qu'on imagine là tout de suite. Intéressant de regarder ce qui s'est passé pour mettre un petit peu en perspective les prévisions de demain. Guillaume, moi j'ai tendance à penser que tu as deux grandes marottes dans la vie. La première, c'est les architectures RISC-V pour les puces, mais c'est pas du tout le sujet. L'autre marotte que tu as dans la vie, c'est la compression, et notamment les réflexions autour de la compression sur l'intelligence artificielle en ce moment. Alors, nouvelle section. Est-ce que je me crois intelligent, Guillaume, c'est ça ? Ah bah alors compresse. Non, mais alors oui, mais c'est moi ce que... tu sais, on avait dit là dans l'hebdo, on essaye de ni surestimer ni sous-estimer les IA. Oui. Et quand on sous-estime les IA, moi, à mon sens, souvent on les dit, un chatbot c'est une espèce d'autocomplete, tu vois, c'est comme l'autocomplete de ton téléphone mais sous stéroïdes. Et c'est une manière un peu péjorative de les qualifier. Oui. Et en fait, c'est pas une manière péjorative de les qualifier, c'est une manière qui est juste de les qualifier.
Mais ce qu'on sous-estime énormément, c'est la profondeur du problème de l'autocomplete. Parce qu'en fait, faire un autocomplete qui soit, c'est-à-dire faire un truc qui prédit le mot qui suit, faire un prédicteur de mots, c'est un problème qui est d'une complexité excessivement profonde et qui amène à des choses excessivement sophistiquées. Et du coup, ça rejoint un problème qui est devenu un peu classique, qui est une sorte de paradigme qu'on donne parfois, qui est que la compression est équivalente à l'intelligence. Alors, pourquoi je parle d'autocomplete ? Parce que si vous pouvez prévoir quelque chose, en fait, vous n'avez pas besoin de le stocker. Et donc, intuitivement, vous pouvez compresser. Au mieux vous pouvez prévoir, au mieux vous pouvez compresser. Et en fait, on dit, du coup, c'est pour ça qu'on dit, au mieux vous pouvez prévoir, au plus vous êtes intelligent. Alors, du coup, ça, c'est extrêmement abstrait. On va dire, la compression, c'est l'équivalent à l'intelligence, oulala. Bon, puisqu'on parle de modèles de langage et de leur performance, de leur intelligence, j'ai vu passer un article assez intéressant qui nous vient de chercheurs de chez Tencent et de l'université de Hong Kong. Alors, c'est un article qui est un peu théorique, mais qui est mi-théorique, mi-empirique, en réalité. Ça parle d'intelligence et de compression, et ça relie les deux de manière vraiment factuelle. Au mieux, disons, au plus qu'on puisse le faire. Alors, ça peut paraître étrange a priori, parce que ok, la compression donnait l'intelligence, alors tu me dis, mais alors 7-Zip, il est intelligent ? Il faut réaliser que compresser, c'est la même chose que prévoir, comme je disais. Si je peux prévoir quelque chose, je n'ai pas à le stocker, parce que je peux déduire ce qui va se passer. Si j'ai les décimales de pi, ou de racine de 2, ça ressemble à une suite de nombres au hasard, si je ne sais pas que c'est pi ou racine de 2. Mais en réalité, si je sais que c'est pi ou racine de 2, je peux les calculer, je peux prévoir quelles sont les décimales de pi. Et donc, je peux stocker 1 milliard de décimales de pi dans un programme qui est assez court en réalité. Il suffit de laisser tourner le programme. Donc, il y a quand même une certaine forme d'intelligence, si tu veux, dans cette histoire. Si je vais vraiment au bout du truc, je suis assez intelligent pour reconnaître que c'est pi, pour faire le programme qui calcule pi, et donc j'ai compressé de manière optimale pi. Tu vois ? Donc, si je peux prévoir même qu'en partie ce qui se passe, je peux le compresser. Si je sais que dans un texte, il y a énormément de E ou de Z, je vais le coder le E sur moins de bits, et je gagnerai de la place. Et tout ça est généralisable, et d'ailleurs abondamment utilisé dans tout type de compresseur bien connu, que vous utilisez tous les jours. Un compresseur, de manière vraiment générale, c'est une partie prédiction qui reflète la connaissance du signal, une connaissance préalable du signal a priori, et une partie codage qui exploite ce qu'on sait pour gagner de la place. Donc compresser, c'est prévoir. Du coup, ce qui est fait dans cet article, c'est relier la prédiction à l'intelligence. Comment ça ? On a un modèle de langage. C'est un prédicteur. C'est vraiment totalement un prédicteur. Son unique boulot, c'est de prévoir le mot qui suit. Et on peut s'en servir pour compresser un texte. Ça marche très bien. Si on peut deviner le mot qui suit, on n'a pas besoin de le stocker. Donc techniquement, un modèle de langage est la distribution de probabilité qui permet d'avoir un codage arithmétique pour compresser du texte à haut niveau. Donc par exemple, concrètement, l'AMA2 70B atteint un niveau de compression de 0,4 bits par lettre. Alors, si vous ne compressez pas, vous avez 8 bits par lettre, vous vous doutez bien. Et là, si vous compressez avec le Lama 2, vous avez 0,4 bits par lettre. Donc c'est quand même pas si mal. Et tout ça sans aucune perte. Une compression sans perte, puisque vous retrouvez le texte d'origine. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut utiliser les modèles de langage aussi pour générer du texte, ça on le sait très bien, et qu'on peut même leur poser des questions. Leur faire répondre à tout un tas de questionnaires plus ou moins compliqués sur tous les sujets, et c'est même comme ça qu'on mesure à quel point ils sont malins, en leur faisant passer des questionnaires, à des tests comme à des étudiants, quoi. Et donc on leur fait passer des sortes d'examens, et donc les chercheurs, ils ont divisé les questionnaires en 3 domaines, culture générale, maths et programmation. Et ils ont mesuré les scores donc sur ces questionnaires de plein de modèles, alors des modèles open source, donc ils ont pris Mistral, Llama 2, Falcon, Qwen, etc. Bon, chacun a eu des notes, donc ils sont notés comme des étudiants, et ensuite on demande à chacun de compresser du texte relatif à ces domaines en utilisant leur pouvoir prédicteur, tout simplement, leur pouvoir de base. Donc on leur demande de compresser du code, ou bien des textes mathématiques, etc. Et ce qui est clair, en tout cas dans les expériences, c'est que leur capacité à compresser le texte d'un domaine est directement proportionnelle à leur note, à leur capacité à répondre à des questions dans ce domaine. Donc simplement, leur intelligence est proportionnelle à leur capacité de compression. Alors pourquoi c'est intéressant, au-delà de l'aspect un peu philosophique, que je trouve assez cool quand même, c'est que ça veut dire qu'on peut avoir une mesure indirecte approximative de l'intelligence d'un modèle, parce que ça voudrait dire que ça dépend d'à quel point il est un bon prédicteur. Et ça se mesure assez facilement. C'est parce que, par exemple, c'est la perplexité. Donc, finalement, ça peut donner une idée des performances sur des tâches de plus haut niveau. Donc, si on calcule la perplexité, qui est une fonction de base, en fait, c'est vraiment à quel point c'est un bon prédicteur. Si on prend un texte mathématique et qu'on a une perplexité faible sur un texte mathématique, c'est-à-dire qu'il est un très bon prédicteur sur un texte mathématique, ça pourrait vouloir dire
que si on lui demande des tâches mathématiques de plus haut niveau, il va aussi être très bon à ça. Et c'est beaucoup plus simple de calculer la perplexité sur un texte que de faire passer des batteries de tests à des modèles. Donc cette relation est quand même assez intéressante, elle peut avoir des applications pratiques par ailleurs. Ok, un indicateur de mesure quelque part de performance, et je sais que c'est un sujet que tu as déjà abordé à plusieurs reprises pour tenter de comparer un petit peu, de savoir quel était le plus performant. On note cette corrélation quelque part. On continue avec probablement le meilleur jeu de mots de notre enregistrement de cette semaine, Guillaume, avec la Chine qui lance un chat GPT, mais dédié aux propos tenus par le président chinois. Tu l'as intelligemment appelé ChatGPT. J'adore. Et oui, mais c'est une blague du Register que j'ai. Ah merde, que je j'ai croyais que repris c'était à toi. mon Ah pardon, compte, que j'ai ah repris à mon non, compte. je suis déçu. Je sais, Ok. je suis déçu moi aussi de moi-même de pas y Meilleure blague quand même. Meilleure blague quand même. Je suis déçu de moi-même de ne pas y avoir pensé avant. Mais en fait, c'était dans l'article. J'ai pas eu le temps. Oh merde. Et oui, donc d'après un média chinois écrit en chinois, hein, mais que The Register a tout de même réussi à traduire, le China Cyberspace Research Institute est en train de tester en interne un chatbot qui permet de discuter à loisir avec la philosophie de Xi Jinping. Parce que le président, c'est aussi un maître à penser, bien sûr, hein, il est auteur d'un livre que tout bon camarade se doit d'avoir lu et de s'être imprégné, c'est la pensée de Xi Jinping sur le socialisme chinois pour une nouvelle ère. Et donc le Cibot, je sais pas si c'est une blague du Register, ça pour le coup, ou le vrai nom du truc, c'est probablement une blague, doit donc avoir absorbé toute la sagesse de ce magnum opus, et aussi probablement toutes ses interventions télévisées, voilà, ou sur les sites web, etc. Tout ce qu'a dit ce timonier des temps modernes. Alors l'article est drôle, et c'est vrai que j'ai repris l'appellation de ChatGPT qui me fait mourir de rire, et ils disent aussi de manière assez coquine que les hallucinations du chatbot ne seraient pas un problème en Chine, puisque de toute façon, Xi a toujours raison. Donc voilà, il hallucine pas, il a raison, point, c'est tout. Alors c'est une anecdote qui est semi-marrante en réalité, bien sûr, et on imagine aussi que voilà, le contenu des conversations des camarades avec le guide sera une autre source tout à fait appréciable pour traquer les dissidents, ou les futurs dissidents, ou les suspects de début de dissidence. C'est une initiative qui pourrait donner des idées. Imagine tous les politiques qu'on pourrait faire, voilà, tous ces politiques qui ont écrit des livres, qui ont une vision, un Sarkozy pété, par exemple, un Estrosi pété, tu vois, ou un Gérard Larcher-Mini, je sais pas. Sans compter les grands penseurs du passé qu'on pourrait faire revenir. Tu sais, un Gemini Terran, ça serait pas mal. Un Daniel Copilote Bendit. Je sais qu'il est pas mort, mais bon, enfin, tu vois. J'essaie de me rattraper, mais il n'y a rien qui est aussi bon que ChatGPT, je sais, mais bon, voilà. J'avoue. Tu imagines les horizons que ça ouvre. T'as essayé quand même. Oui, des belles perspectives. Alors, on peut déjà le faire sur Character AI en réalité. Hein. Tu fais. Sur Character AI, tu fais des fiches de personnages, tu vois. Ouais. Mais là, ça va pas encore jusqu'à fine-tuner les modèles sur les bouquins du personnage. Mais bon, je suis sûr que ça va venir, ça va donner des trucs incroyables. Ah, je suis sûr qu'on manque de plein d'idées de personnalités. Vous aurez peut-être des idées à nous suggérer sur le serveur Discord de Tech Café, hein, dans les réactions, dans le channel réaction du serveur Discord. techcafé.fr/Discord. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions de personnalités politiques, idéalement, qui pourraient laisser place à des interfaces fine-tunées comme ça. Voire entraîner sur leurs propos et leur prise de parole. On continue avec l'intelligence artificielle, mais mise en application dans le monde du cinéma, Guillaume. Oui, et politique aussi, puisque quand Cannes vient de se terminer, je ne sais pas si vous avez passé ce film sur Poutine, avec un acteur qui ressemble vraiment énormément à Poutine, et qui a bien sûr été un petit peu aidé par l'IA pour ça, puisqu'en fait le film entier est un deepfake de Vladimir. Un deepfake très réussi, hein, de ce que j'ai pu voir passer, vraiment c'est à s'y casser le nez, quoi. Et bon, il y a aussi le futur film de Robert Zemeckis, qui s'appelle Here, qui va s'appeler Here, qui va utiliser des algorithmes de deep learning pour rajeunir les têtes d'affiche, hein, donc Robin Wright et Tom Hanks. Pour tout ça, il n'y aura pas trop de récrimination finalement, hein, on s'habitue à voir passer ce genre de truc, même si ça pose en soi des problèmes, parce que du coup, bon, pourquoi utiliser Robin Wright et Tom Hanks rajeunis et pas juste des jeunes acteurs, comme d'habitude, mais bon. En tout cas, il y a aussi eu des récriminations pour le coup pour l'usage d'images génératives dans les affiches de Civil War, ou les plans de Late Night with the Devil, qui est un film d'horreur rétro, mais qui apparemment fait un petit scandale. Et c'est vrai que la relation entre Hollywood et les IA est encore très houleuse. Il y a le scandale Sky/Johansson fait partie du tableau, hein, selon moi, mais bon, c'est inévitable. Hollywood a déjà commencé à utiliser ces outils, et pour chaque scandale d'un usage qui est un petit peu trop visible, il y a peut-être 10 trucs qui passent à l'as. D'après The Hollywood Reporter, la boîte de Pandore, je cite, serait ouverte, hein, et la plupart des studios utiliseraient déjà les outils, sans le dire, pour pas faire de vagues. C'est ce que confirme David Stripinis,
qui est un vétéran des effets spéciaux, qui a travaillé sur Avatar, hein, et aussi David Defendi. Alors David Defendi, lui, c'est un scénariste français qui a fondé Genario. Donc je suis allé sur le site pour voir, et Genario, c'est un site qui te propose carrément de générer des scénarios. Et il y a une bande-annonce sur YouTube qui vient d'être mise en ligne. Et c'est fascinant, hein. Tu peux faire du brainstorming, importer de la doc, jouer avec des histoires de plein de livres, changer d'époque. Voilà, tu peux, je sais pas, tu peux mélanger Anna Karénine et l'Odyssée. Juste, tu peux changer les personnages, les époques, les histoires, tu peux mélanger des trucs. Tu peux importer des scénarios d'autres langues aussi. Et puis tu peux créer donc il crée tout seul d'ailleurs ce qu'ils appellent la Bible, hein, la référence de tout l'univers que tu veux créer. Générer toutes les fiches de perso avec le background et tout. Tu fais ce qu'ils appellent le séquencier, puis les dialogues après, et tu peux même avoir des stats sur tout, sur les présences des persos, faire de l'analyse émotionnelle. À terme, il pourrait même y avoir un générateur de storyboard intégré, voire de vidéos, hein, peut-être dans un avenir plus lointain. Alors évidemment, bon, tout ça, c'est la bande-annonce, hein, j'ai pas touché, de toute façon, je suis pas scénariste, donc je m'avancerai pas du tout sur la qualité des histoires ou des textes, hein, mais bon, c'est encore un exemple d'outil qui est comme très clairement orienté vers les pros, et qui pourrait changer les choses. Hein. Alors les scénaristes, d'ordinaire, sont pas très positifs, hein, sur la qualité des textes générés par les chatbots. Alors, est-ce qu'un truc comme Genario, en se basant sur plein de sources, pourrait faire mieux? Je sais pas, aucune idée. Bon, ça semble en tout cas vraiment orienté, quoi. Faudra voir sur pièce. Cela dit, il faut bien reconnaître, bon, pas se mentir, hein, que la qualité des scénarios pondus par les humains sont pas systématiquement formidables. On n'est pas là pour faire des jugements de valeur, on n'en aura pas d'exemple du tout, évidemment, mais on peut quand même s'accorder sur le fait que les scénaristes en viande, pour des raisons X ou Y, hein, pondent quand même aussi régulièrement du caca. Ou disons des productions d'une qualité peu élevée, hein, voire discutable. Et disons, et dans ce cas, hein, disons dans le bas de gamme, quoi, il n'est pas exclu que ces outils se fassent une place assez vite, en fait. Parce qu'ils seraient assez bons, good enough. Et d'ailleurs, David Kavanagh, qui est de la Fédération des scénaristes européens, admet que pour les sitcoms, voilà, les soap-opéras, quoi, ou les dessins animés pour gamins, ça pourrait être utilisé, ça pourrait faire mal, hein, en réalité. Donc il y a systématiquement des scandales médiatiques, hein, mais qui sont finalement beaucoup sur les réseaux sociaux, et bon, voilà, quand on détecte de l'IA comme ça dans des productions de cinéma. Mais en vrai, pour le moment, ça se matérialise pas par de vrais boycotts à grande échelle. Ouais. Late Night with the Devil, il n'a pas subi de vrais boycotts, en réalité. Alors il y avait juste 3 images d'illustration en fond, et c'est tout. Alors ça a déjà fait un petit tollé, mais en réalité, il n'y a pas eu de vrai boycott, tu vois, donc bon, voilà. À suivre. On continue en parlant un peu moins d'intelligence artificielle avec Apple. Et là, pour le coup, on va parler un petit peu de l'orientation de production de leurs futurs processeurs avec TSMC, puisqu'évidemment, ils lorgnent désormais sur le 2 nanomètres et les capacités de production de TSMC à ce sujet. Oui, 2 petits trucs en fait sur Apple. Au passage, effectivement, ils sont encore en train de sécuriser le prochain process 2 nanomètres avec leur carte bleue platine. C'est un peu comme d'habitude. Donc, ils rachètent toute la future production initiale en 2 nanomètres, comme ils avaient fait pour le 3 nanomètres, pour être sûr, hein, d'être seul sur le marché à proposer des puces qui aient cette efficacité énergétique maximale. Alors, ils écartent les rivaux, qui devront donc se contenter du ringard 3 nanomètres. Apple est prêt à payer cher, hein, et ça arrange aussi TSMC finalement, puisque il écoule sa production en une fois, sur un node qui n'est pas encore tout à fait mature et qui n'aura pas un rendement génial immédiatement, quoi. Donc en 2025, on aura sans doute un M5 en 2 nanomètres et un exclu chez Apple. Alors si Apple n'a pas partagé ses lignes de fabrication, il est beaucoup plus généreux en ce qui concerne la géolocalisation, à tel point que ça pose même un problème étonnamment. Alors, dans les iPhones, hein, comme les téléphones Android, hein, ils ont 2 grands moyens de se repérer. C'est le GPS et les réseaux Wi-Fi. Alors c'est 90% le réseau Wi-Fi qu'ils utilisent, hein, d'ailleurs. Parce que c'est plus rapide et ça consomme quasi rien en énergie, c'est même plus précis. Alors ça se base sur le fait qu'il y a tout simplement des bornes Wi-Fi partout. Il y a des publics évidemment, mais il y a aussi les vôtres, hein, votre propre routeur Wi-Fi. Il peut être capté depuis la rue et peut être utilisé pour se repérer. Et comment? C'est simple, le téléphone fait la liste des réseaux Wi-Fi dans le coin, qu'il voit passer tout simplement avec sa puce Wi-Fi, et il envoie leur adresse MAC, leur BSSID, bon, essentiellement leur adresse à un serveur, le numéro de série si vous voulez, à un serveur, donc le serveur Apple ou le serveur Google, qui renvoie leur position géographique précise à quelques mètres près. Alors Google renvoie directement la position du terminal, hein, si vous envoyez suffisamment de points d'accès, alors qu'Apple renvoie la position des points d'accès Wi-Fi que vous avez demandé, et après c'est le téléphone qui fait le calcul tout seul. En fonction de la puissance de chacun, il se repère. Ces serveurs donc WPS, hein, pour Wi-Fi Positioning System, fonctionnent par crowdsourcing, c'est-à-dire qu'ils sont alimentés par les téléphones eux-mêmes. Donc quand un point d'accès nouveau est détecté, il est localisé par GPS à cette fois, par les téléphones à proximité, et puis c'est mis à jour sur le serveur. Donc il y a plusieurs serveurs WPS qui fonctionnent un peu différemment, et en l'occurrence celui d'Apple il est très bavard.
il envoie non seulement la position des routeurs Wi-Fi qui ont été captés par le téléphone, mais aussi celle de 400 autres dans les environs. A priori, ça pourrait paraître bénin. Mais si on est tordu, on peut exploiter ça. Il existe dans le monde entier des points Wi-Fi publics dont on peut trouver des infos sur le web et dont on peut deviner les identifiants, en partie par force brute. Si on les envoie au serveur web d'Apple, serveur WPS d'Apple, on a leur position et celle de 400 autres pas trop loin. Et on peut interroger le serveur sur ces 400 autres pas trop loin pour avoir ensuite encore 400 autres qui sont un peu plus loin. Et de proche en proche, on peut établir une énorme liste de millions de points d'accès Wi-Fi qui font un quadrillage de la planète entière. Et on a à chaque fois leur position géographique précise. Là, vous dites, c'est cool, et après le truc, c'est que tous ces points d'accès ne sont pas des box fixes comme la vôtre, en fait. Il y en a qui bougent. Ce sont des routeurs portables pour les voyageurs ou pour les militaires. Et ça peut être aussi des terminaux Starlink. Et on peut, si on a une grosse liste de points Wi-Fi, on peut donc en prendre certains, voire interroger à intervalles réguliers le serveur et voir celles qui bougent. Et on peut les faire sur des zones géographiques précises, du coup. Par exemple en Ukraine ou à Gaza. Et en fait, on peut voir des choses assez précises. En regroupant avec d'autres infos, on peut suivre un militaire ou son escouade dans ses déplacements. Et mine de rien, c'est une source d'intelligence, comme on dit, supplémentaire, qui était assez inattendue. Donc les chercheurs sont amusés avec ça, et donc du coup, maintenant, ils préconisent plus largement à tous les constructeurs de randomiser les adresses, ces fameux identifiants qui sont utilisés avec le matériel. Alors c'est pas encore la norme, mais voilà, c'est un peu inattendu comme truc. Et du coup, on parlait évidemment d'Apple. C'est assez légitime qu'on enchaîne en parlant un petit peu de leur concurrent historique, notamment dans le monde du smartphone, c'est Samsung. Et alors, c'est fou parce que Samsung se retrouve critiqué pour des positions. Franchement, on pourrait remplacer Samsung par Apple. Ça ne surprendrait peut-être pas grand monde. Mais j'ai l'impression que même Apple n'oserait pas faire ça, Guillaume. Non, parce qu'eux, ils sont orientés vie privée, justement. Donc, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que Samsung trempe dans une espèce de scandale qui a été révélé par 404 médias, qui a obtenu une copie d'un contrat entre Samsung et un réparateur indépendant. Et ce contrat dit que pour chaque réparation, un atelier l'atelier doit envoyer à Samsung votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le numéro de série unique et l'email de votre téléphone, et votre réclamation client avec tous les détails de la réparation après. Et il indique en plus que les réparateurs doivent retirer toutes les pièces détachées tierces du téléphone, même si leur utilisation est légale. Samsung n'a ni confirmé ni infirmé le rapport pour le moment. Pour couronner le tout, Samsung pourrait vous ajouter à une base de données, du coup, chaque fois que vous achetez une pièce de rechange. Ça vous achetez une pièce de rechange officielle. Et même si vous le faites via un autre site comme iFixit, parce qu'iFixit, le PDG, donc Kyle Vince d'iFixit, confirme qu'effectivement, ils étaient obligés de demander d'ailleurs la permission aux utilisateurs d'envoyer les informations à Samsung parce qu'ils étaient tenus de le faire, quoi. Donc Samsung a l'email, l'historique des achats, etc. Voilà, bon. C'est en plus pas du tout évident que ce soit transparent comme sur iFixit, sur tous les sites ou dans tous les réparateurs. Et c'est un comportement qui est assez incroyable. Ça pourrait ne pas durer, parce que ça va devenir contraire à plusieurs lois sur le droit à réparer, en particulier en Californie ou dans le Minnesota. Pour l'instant, de toute façon, rien n'est clair. Et puis bon, après, tu sais, toutes les formulations, tout ça, c'est un peu... ça peut être flou, il peut être manipulé. On espère que ça va changer, même si effectivement, des petits réparateurs pourraient continuer de craindre de se mettre Samsung à dos, quoi. On termine avec une info en mode ça ne nous rajeunit pas et pourtant c'est pas si vieux que ça non plus. C'est ICQ, Guillaume, qui ferme ses portes bientôt. Oui, c'est juste pour effectivement revenir là-dessus. Ça fait 28 ans que ça existe et je savais pas en fait que ça appartenait à VK pour l'instant. Donc c'est un service qui est devenu russe et qui est resté relativement populaire en Russie puisqu'il avait encore 11 millions d'utilisateurs il y a 2 ans. Solo Dexpot. Et en fait, ICQ, oui, ça a été créé en 96. C'est une société israélienne qui a été rachetée par AOL en 98. Et puis ensuite, ça a été revendu, racheté. Ça a été racheté par Mail.ru, qui est devenu VK, VKontakte, VK, et qui, finalement, a perduré pendant toutes ces années. Mais bon, apparemment, il est plus haut niveau, de toute façon. Et du coup, VK fait la migration de ICQ vers VK Messenger. Ce qui, effectivement, nous rajeunit pas, que j'ai utilisé, effectivement, ICQ au début du millénaire. Pas tant que ça, pour le coup. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais je m'en souviens. Et apparemment, on a un auditeur qui s'en souvient beaucoup mieux, j'ai l'impression. Ouais, c'est Fred DeWitt qui a posté sur le serveur Discord de Tech Café son petit article sur son site audiovisuel2000.com. J'adore. Et il a fait un petit peu son oraison funèbre. J'ai découvert que ICQ, c'était pour I Seek You. Ah bah oui, oui, non, je savais pas. Voilà, j'en étais là, Guillaume. Désolé. Tu l'as pas beaucoup utilisé, non.
Ah non, non, vraiment Oui, pas. voilà, tu l'as Pas pas utilisé suffisamment du pour tout. que je Ouais, comprenne qu'ICQ. Voilà. ouais, c'est Bon. pour ça. Merci Guillaume pour cette revue. Chose promise, chose due. Guillaume, tu nous as piégés. Enfin, bon, tu as piégé les auditeurs, mais gentiment, hein, avec un supplément que tu avais préparé, que tu avais savamment intitulé Radio Café. Et pour celles et ceux qui l'ont écouté, et ben évidemment, on pu constater qu'il n'y avait ni ta voix ni la mienne derrière l'animation de cet épisode, mais il y avait une voix féminine qui présentait une section radio. Et pourtant, malgré sa voix très robotique, il y avait beaucoup de personnalité derrière, beaucoup d'humanité, et était temps un petit peu que déjà tu avoues, hein, Guillaume, c'est bien toi le fautif de cet épisode, quand même, Bah déjà. écoute, ouais, on passe en mode interview là, ça y est, donc Oui, c'est c'est ça, vrai. Bon, oui, bah, effectivement. bonjour Guillaume On va, Vendée. Bonjour Guillaume Poggiaspala. Qui êtes-vous présent? Non, bon bref, non mais rapidement quand même quelques mots parce que Oui, bah le but vas-y, était vas-y. effectivement qu'on déroule pas forcément 3 heures sur le sujet, d'autant qu'en échangeant ensemble, tu disais bien que finalement il y avait déjà plein d'aspects qui étaient su et puis il y avait peut-être des choses qui allaient pas forcément surprendre les auditeurs, mais quoique, on a eu plein de questions. Bon, C'est quoi déjà l'origine quand est-ce que tu as eu les premières idées de faire cet épisode? Est-ce que c'est assez récent? Est-ce que déjà depuis 2 ans, peut-être plus, tu y avais déjà pensé? C'est quoi les origines déjà de cet épisode? Quand tu est-ce vois que qu'on ça est a vraiment en mode commencé? interview. Euh, Bah oui. non, en fait, oui. Alors, le truc, c'est que je m'amuse avec l'audio un petit peu en parallèle de tout le reste, hein, des modèles de langage et puis de la génération de photos. Je teste un petit peu tout pour m'amuser, autant pour le podcast d'ailleurs. Et puis, je m'amusais aussi avec des synthétiseurs vocaux et puis du clonage vocal. D'ailleurs, tu as eu un petit exemple il y a quelques temps de ça. Et donc, j'avais dans l'idée de faire un espèce de petit exercice de style comme ça. Mais finalement, c'est resté. Bon, puis j'avais un peu la flemme aussi, hein, c'est resté très, très embryonnaire jusqu'à Udio. Alors, Udio, je l'ai testé, on a parlé effectivement dans le podcast, évidemment, c'est ce Mhm. générateur de musique. Hein, et je m'y suis amusé, bon, très tôt, hein, je me suis connecté dessus très, très, très vite. Et j'ai vu un vrai potentiel et je me suis amusé à faire des chansons. Donc voilà, un petit générique de Tech Café, puis je t'ai posté quelques chansons que j'ai trouvé vraiment sympa, en fait, vraiment Ouais. marrant. Et donc j'ai continué à m'amuser avec, pour explorer un petit peu voilà, les limites du truc et voir comment ça marchait, tout ça. Jusqu'à avoir plusieurs chansons, quoi. Je me suis dit, bah, ça pourrait être rigolo, effectivement, de faire, de les rentabiliser, parce que tu me connais, moi, c'est la rentabilité. Je veux dire, rentabilité, hein, voilà. Moi, je suis comme ça. Et donc, je me suis dit, je pourrais les rentabiliser en faisant un petit épisode musical, et du coup, je pourrais aussi faire un host virtuel. Et donc, j'ai hésité à faire une imitation de toi ou de moi, et en réalité, bon, ça donnait pas des résultats super, et donc je Ah, suis allé tout simplement au plus simple, là, parce qu'après, on n'est pas des bons animateurs radio, toi et moi, c'est ça? alors, c'est pas ça, c'est que les modèles que j'avais fait de moi et de toi, en fait, ils sont pas si terribles que ça. Et puis, de toute façon, les meilleurs trucs, ça aurait été de faire. Ça aurait été que je parle moi. Et si tu veux que Mhm. je parle et qu'après, je maquille ma voix. C'était Ok. possible, mais. Parce qu'évidemment, j'ai fait un profil de moi-même. Mais le truc, si tu veux, c'est que. Déjà, il aurait fallu que je parle, et puis ça aurait été mes intonations, ça aurait été moi quand même, tu vois. Et en fait, du Mhm. coup, je suis passé au total synthétique. Et le total synthétique, bah, il a fallu trouver un truc qui soit assez rapide parce que j'avais pas envie d'y passer 850 tours non plus Ok. et qui tourne Ouais. bien. Donc j'ai opté pour XTTS tout simplement, qui est donc et puis en fait pour le modèle de base. Alors XTTS, alors des synthétiseurs vocaux, il y en a plein. En réalité, il y a Koki, il y a Tortoise, il y a Bark, et finalement le plus voilà, XTTS c'est un de ceux qui est le plus rapide sur ma carte graphique et ça se passe très bien. Donc vous pouvez l'utiliser vous aussi, hein, c'est du open source, c'est du open weight, donc vous pouvez télécharger un truc qui s'appelle XTTS Web UI. Et donc, ça téléchargera aussi les modèles. Et puis, XTTS, ce qui est bien, c'est que vous pouvez cloner une voix avec dans les 15 secondes. Donc, vous prenez 15 secondes de la voix de quelqu'un, et il vous fait donc Seulement 15 une secondes, imitation. c'est incroyable. Alors, c'est une Ouais. imitation qui est très basique. En Mhm. réalité, vous Ok. pouvez aller plus loin en faisant un fine-tuning du modèle XTTS. Et après, si vous voulez, vous pouvez rajouter encore un clonage vocal par-dessus. Si vraiment vous voulez cloner très très bien quelqu'un, vous pouvez à la fois fine-tuner le modèle et rajouter donc du RVC. Le RVC, c'est le clonage de voix, mais voice to voice, tout simplement. Et ça permet de donner de très bonnes choses. Mais comme j'avais la flemme et que j'avais pas du tout envie d'aller jusque-là, j'ai juste pris tout simplement la voix de base féminine, que j'ai Mhm. trouvé très sympa en français. Et puis je l'ai fait parler, tout simplement. Voilà, j'ai donc alors tout simplement, hein, c'est de la génération, hein, c'est génératif, donc ça veut dire que
Vous générez un truc, bah, ça vous plaît pas, vous régénérez jusqu'à ce que vous ayez une intonation et quelque chose qui vous plaise. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut saucissonner le texte. Si vous mettez trop de texte, en fait, ça peut marcher, mais ça peut aussi partir un peu en wide. Donc il faut trouver les bonnes tailles de segments de texte pour que ça parte pas en couille, que ça soit à peu près cohérent et pour qu'elle ait tout le long une intonation qui soit à peu près cohérente, quoi. Cohérente, ouais, qui se reçoit du début à la fin de la Parce session que d'épisode, parce quoi. qu'XTTS est quand même assez basique en réalité, hein. C'est-à-dire que vous lui donnez pas comment dire, d'indication sur l'émotion qu'elle doit fournir. Il y a des trucs qui font ça. Je crois que Tortoise le fait, ou alors peut-être que c'est Coquille, je sais plus. Enfin, tous les cas, voilà, il y en a certains qui le font. D'ailleurs, la voix est assez neutre, hein, finalement. La voix est assez neutre, mais bon, je me suis dit, bon, comme ça, de toute façon, c'est censé être une IA, donc ça passe, et puis en plus, c'est un animateur radio. Bon, voilà, je me suis dit que ça suffisait, et puis bon, voilà, encore une fois, je voulais pas y passer non plus toute ma vie, quoi. Carrément. Donc, j'ai trouvé que c'était suffisamment bon, et que, voilà, ça suffisait pour faire les liens entre les chansons sur les chansons audio, quoi. Donc, ça, vous pouvez le faire, donc vous pouvez reproduire ça très facilement, encore une fois, hein, puisque comme c'est la voix de base, bah, si vous voulez reproduire la présentatrice, c'est assez facile, hein, vous prenez la voix, pas calm female, mais female, vous les augmentez peut-être un petit peu la vitesse de 5%, et puis vous aurez la même voix, quoi. Donc c'est très simple. Ça, c'est pour la partie voix. Alors, et derrière le côté un peu mono et émotionnel, il y a quand même évidemment des touches d'humour. Et je crois reconnaître un peu ta part. Quelle est la part de fond de discours écrit de ta part, Tout est et écrit. quelle est la part de... Tout est écrit de ta main. Tu n'as pas généré du contenu. Non. Alors, c'était la question que je me posais. Non, en fait, la présentatrice, j'ai Ça aurait été écrit rigolo le d'aller script. jusque-là. Non, j'ai écrit le script de la présentatrice, totalement. Ok. Donc, la présentatrice, c'est un script écrit totalement à la main. Je me posais la question. D'ailleurs, au passage, j'aurais probablement pu avoir une voix de meilleure qualité si j'étais passé par des services web comme Eleven Labs, mais j'avais envie de faire le truc en local pour le style. Mais bon, vous pouvez sans doute avoir assez facilement de meilleures voix que ça. Et tu penses que l'exercice serait, c'est pas une demande de ma part, hein, que tu le fasses, mais ce serait reproductible en lui donnant 2-3 indicateurs, en lui donnant les musiques et en lui faisant carrément aussi générer le script. On perdrait évidemment beaucoup de saveur sur les clins d'œil et les jeux de mots, mais ce serait jouable pour toi? Oui, alors c'est tout à fait jouable. Évidemment, c'est totalement faisable, mais ce serait pas très intéressant parce qu'en réalité, les segments de texte qu'il y a entre les chansons sont pas non plus très très longs. Et il faut bien voir que si vous voulez qu'un modèle de langage vous produise un texte et qu'il soit pas juste complètement creux et sans aucun intérêt, il faut lui dire ce que vous voulez qu'il dise. Donc si vous voulez qu'il fasse une blague, il faut lui dire de faire la blague, il faut lui décrire les chansons, il faut lui décrire qu'est-ce qu'elle raconte. Et en réalité, si votre prompt il est aussi long que le script, bah, ça sert strictement à rien. Bien sûr. Pour terminer, peut-être, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou tu as trouvé ça super facile ou tu t'es dit que ça t'a pris plus de temps que prévu? Ouais, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, évidemment, parce que ça prend toujours plus de temps que prévu. Mais parce que, tout simplement, bon, voilà, en fait, c'est comme je dis, hein, c'est segment par segment, puis tu refais plusieurs fois, et puis après, évidemment, quand tu penses à un autre truc, bah, tu insères des bouts, enfin bon, voilà, tu fais une espèce de cuisine, et puis bon, au final, t'as quelque chose qui est à peu près cohérent, mais tu sens quand même, effectivement, qu'il y a des rajouts, tu sens qu'il y a des petits lags, tu sens que, bon, voilà, c'est pas non plus parfait, parce que, bon, ça n'avait pas vocation à être parfait non plus. Mais le script n'est pas généré, alors que les chansons, elles, par contre, sont générées, sont génératives. Dernière question, en faisant l'exercice, est-ce que tu t'es posé des questions sur ce que ça pourrait donner à l'avenir, l'évolution de la production de contenu? Est-ce que ça a achevé de te convaincre sur le fait que c'est pas demain la veille que des humains vont être intégralement remplacés sur la production de contenu comme ça, ou est-ce qu'au contraire, ça t'a fait toucher du doigt juste pour dire comment les musiques ont été faites, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents où on en parle un peu, ou même l'épisode lui-même où la présentatrice lui en parle un petit peu. En fait, j'ai pas du tout le talent pour écrire des chansons en anglais qui sonnent à peu près correctement ni rien. Enfin, je veux dire, je parle anglais correctement, mais ça m'aurait pris 150 ans d'écrire des chansons et ça m'aurait pris 2000 ans d'écrire les musiques, bien entendu. Donc tout a été fait par audio. Néanmoins, ce que je voulais, c'était quand même des chansons rigolotes et qui soient plaisantes. Donc ça veut dire que il y a quand même un micro-travail à faire parce que Udio, en fait, ça fonctionne comment? Ça génère des morceaux de musique instrumentaux ou avec des chansons par bloc de 30 secondes. Et donc, en fait, globalement, vous donnez un couplet ou un refrain. Alors, ça dépend de la longueur, tout ça, mais enfin, bon, en général, voilà, pour faire simple, vous donnez un couplet par segment, quoi.
sauf si vous voulez évidemment une intro ou des trucs instrumentaux, etc. Donc en fait, le but c'était de faire des chansons rigolotes sur la tech, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon pote Gemini. Alors, il y a eu Gemini, il y a eu Mixtral aussi, un petit peu. En gros, j'ai demandé à mes potes, les LLM, de m'écrire des chansons. Et ils sont, en fait, Gemini, pour le coup, est remarquablement talentueux à ça. Enfin, talentueux relativement, hein, bien entendu, relativement à moi, je veux dire. Relativement à moi, il est très talentueux. Mais comme je disais, un modèle de langage, il ne peut pondre que des trucs que lui sait, si tu lui poses des questions de culture générale, ou que des trucs que tu lui dis. Il peut pas lire dans tes pensées. Donc si tu veux une chanson qui parle de quelque chose de particulier, évidemment, il faut lui donner un prompt relativement précis, il faut lui expliquer l'histoire que tu veux raconter dans ta chanson. Et donc, tu racontes, tu dis, je veux une chanson de tel style, qui raconte telle histoire, avec tels éléments, et éventuellement même qui s'appelle comme ça. Et puis après, tu demandes à Gemini de la générer, et puis il va te générer en général trois possibilités. Et donc après, c'est à toi de faire ton marché et de prendre les couplets que tu trouves les plus sympas dans les 3 possibilités, ou de régénérer plus, évidemment, vous pouvez en générer autant que vous voulez. Donc le but, c'est d'agréger comme ça des couplets les uns après les autres, des morceaux qui vous plaisent, éventuellement de retoucher, hein, vous n'êtes pas obsédé, parce que c'est pas interdit, effectivement, de changer quelques mots pour que ça passe mieux, quoi. Au contraire. Et donc, une fois que vous avez votre texte, enfin, en tout cas, c'est moi comme ça que j'ai fait, une fois que tu as le texte, tu prends les morceaux, tu prends les strophes, voilà, tu prends les couplets, les refrains, et tu les injectes dans Udio, et par pas de 30 secondes, tu fais des générations. Alors Udio, il fait des générations, il en fait 2 à chaque segment, ce qui fait que tu as à chaque fois 2 possibilités. Et puis si ça te plaît pas, évidemment, tu peux en faire plus, et après, tu en gardes une, et puis tu rajoutes des segments, etc. Tu peux lui donner des indications, tu peux lui dire si c'est justement un couplet en refrain, tu peux lui dire si tu veux un solo, tu peux lui dire si tu veux une intro ou une outro, etc. Et il faut voir que à l'époque où j'ai utilisé Udio, il avait une fenêtre de contexte de 30 secondes, ce qui veut dire qu'il prenait en compte que les 30 secondes d'avant pour générer le segment. Ce qui explique pourquoi, si vous voulez, enfin, je pense que vous l'avez déjà remarqué pour ceux qui écoutaient, mais qu'il y a une certaine dérive dans les chansons. Ouais. C'est-à-dire qu'autant aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau de la voix du chanteur ou de la chanteuse, vous avez pas forcément exactement la même chanteuse au début et à la fin de la chanson. C'est tout simplement parce qu'il y a une dérive et parce que la fenêtre de contexte n'est pas suffisamment grande. Et ça a changé. C'est-à-dire que la nouvelle version de Udio, sur laquelle je continue à m'amuser d'ailleurs par ailleurs, elle a une fenêtre de contexte de 2 minutes. Ce qui permet d'avoir une bien meilleure, vraiment une cohérence nettement supérieure, on va dire, et d'avoir des vrais refrains. C'est-à-dire des refrains qui soient les mêmes à plusieurs endroits de la chanson. Donc ça a déjà évolué. Et même d'ailleurs en termes d'outils, à l'époque, tu pouvais pas faire de crop, tu pouvais pas faire de coupure, par exemple, tu pouvais pas faire d'inpainting, c'est des choses que tu peux faire maintenant avec Udio, qui permettent effectivement de sauver certains morceaux, parce que parfois, à l'époque, si à la toute fin du segment, la chanteuse partait en couille, il fallait virer le segment, quoi. Alors que là, tu peux couper un petit peu avant et continuer sur un segment qui te plaît quand même, etc. Donc il y a une évolution comme ça qui est perpétuelle, hein, et donc Udio a déjà changé. Je le vois, et c'est vrai que voilà, Udio a déjà changé, et c'est même encore plus sympa maintenant de faire des chansons, même s'il est toujours aussi lent qu'avant, et s'il fait pas mal d'erreurs de modération aussi, mais bon, par ailleurs, en tous les cas, voilà, c'est comme ça que les chansons ont été faites, quoi, avec éventuellement des intros, des machins comme ça, et voilà, bon, donc vous générez plein de trucs, et puis voilà, vous choisissez ce qui vous plaît le plus, quoi, après. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Tu t'es senti omnipotent quand tu faisais ça, ou est-ce qu'au contraire tu t'es dit waouh, c'est quand même, ça reste quand même galère et c'est pas demain la veille? C'est quoi ta projection par rapport à tout ça? En fait, oui, alors disons, ça prend du temps et ça prend un minimum de travail, évidemment, de faire un truc qui corresponde un petit peu à ce que t'as en tête. Et forcément, tu vois, il y a forcément un peu de travail. Après, évidemment, tu peux pas comparer ça avec le travail que ça demanderait à faire ça en réel. C'est le jour et la nuit, évidemment. Alors, moi, si tu veux, je me suis fait ça pour m'amuser, et aucun des musiciens n'a été blessé pendant le tournage du truc, parce que c'est pas comme si j'allais demander à des vrais groupes de gens de faire de la musique pour nous, hein, et les payer pour, on n'a pas les moyens ni rien. Donc, si Udio n'avait pas existé, ces chansons n'existeraient pas non plus. Voilà, tout simplement. Donc, et puis c'est tout. Et donc, ça a lésé personne. Mais tu as totalement conscience, et quand tu tournes aussi sur le site Udio où tu as les productions des autres gens, puisque d'ailleurs les chansons sont publiées sur Udio,
Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur le site. Et puis d'ailleurs, il y en a d'autres, hein, puisque j'en fais d'autres. Et puis j'en ai fait quelques autres. Et puis bon, peut-être d'ailleurs, éventuellement, peut-être cet été, on pourrait remettre ça. Pendant qu'on n'est pas là, je sais pas, ce serait une possibilité. Pourquoi pas? C'est pas encore fait, mais bon, à la limite. Et donc, ce dont on se rend compte, effectivement, c'est que, bon, même si ça demande un minimum de travail, en 3/4 d'heure, 1 heure, si tu peaufines le truc, t'as quand même fait une chanson. Une chanson qui n'existerait pas sinon. Donc voilà, une chanson qui, en elle-même, si tu veux, ne pose pas de problème parce qu'elle remplace pas des artistes, mais qui existe. Et qui donc contribue au nombre, tu vois. Il y a un truc qui est... et c'est là qu'effectivement, ça pose des trucs, hein, des questions. C'est que, d'un côté, c'est super cool parce que c'est super amusant et puis c'est super sympa de créer de la musique que t'aimes bien, en fait. C'est-à-dire que tu crées de la musique évidemment, dans les styles que t'aimes bien. Tu vas pas t'infliger des styles que tu détestes, ça n'a pas de sens. Tu te fais pas violence, ouais. Donc, tu génères de la musique que t'aimes bien et donc tu entrevois un futur très proche, manifestement, ou un futur où tu auras de l'entertainment personnalisé, jusqu'à l'unique, quoi. C'est-à-dire que tu pourras demander, tu peux déjà le faire plus ou moins, mais bon voilà, tu pourras demander une chanson dans le style que t'aimes bien, avec des voix que t'aimes bien, sur des thématiques que t'aimes bien, et ça sera de l'entertainment personnalisé, vraiment. Et ça, c'est vrai pour la musique, mais voilà, ça pourrait être vrai pour plein d'autres choses, peut-être même jusqu'aux épisodes de série, un jour on va savoir. Et d'un côté, c'est super cool. Mais d'un autre, ça veut dire que t'es dans une bulle de filtre. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe pour les artistes, qui va les écouter? Si chacun écoute des choses qu'il génère lui-même, tu vois? Ça pose des questions comme ça, et puis si les gens génèrent de la musique comme je fais là pour m'amuser, mais bon, voilà, ils la publient quelque part, et puis voilà, parce que c'est cool aussi, parce que tu fais une musique que t'aimes bien, t'as envie que d'autres gens la trouvent cool aussi, c'est logique, tu vois, et donc il y aura un surcroît de créativité, et c'est super un surcroît de créativité, mais ça vient aussi avec une surabondance, tu vois. Comment gérer cette surabondance de création artistique? Parce que les vrais artistes en chair et en os, il y en aura toujours, et il faut qu'il y en ait toujours, je veux dire. S'ils n'avaient pas existé, les artistes de chair et en os, YouTube n'existerait pas. C'est grâce à eux qu'il y a tout ça, c'est parce qu'il a absorbé tout ce talent que lui peut générer des trucs qui ressemblent, qui sont pas forcément géniaux d'ailleurs, parce que j'ai pas dit non plus que j'avais produit des chefs-d'œuvre, j'avais juste produit des trucs qui m'ont amusé, que j'avais trouvé sympa, c'est tout, tu vois. Mais d'un autre côté, cette surabondance, elle va aussi nuire quelque part à la visibilité potentiellement des vrais artistes aussi. Je sais pas, tu vois, il y a plein de choses il y a plein de sentiments comme ça qui sont un peu contradictoires quand tu utilises ce genre d'outils. Pour l'instant, j'ai pas le sentiment de nuire à quiconque, hein, pour le coup, voilà. Et d'ailleurs, je continue à faire des trucs pour m'amuser. Peut-être que on refera un épisode dessus. Bon, voilà, tu vois, j'ai pas de problème de conscience, mais enfin de conscience personnelle, je veux dire, mais j'ai bien conscience aussi que ça pose des problèmes extrêmement complexes structurellement, en réalité, ce genre de service, parce que voilà, ça existe pour la musique, si demain ça existe pour les films, ça pourrait exister pour les livres, peut-être un jour, je sais pas, tu vois, on est vraiment dans une phase où il y a quand même des changements qui sont très profonds, qui sont en train de se mettre en place, quoi, et donc oui, c'est super intéressant à suivre, et puis moi, j'ai toujours la... Oui, vas-y. Je pense, je réfléchis en même temps sur la surabondance, c'est une vraie question, et quelque part, est-ce que c'est pas la continuité d'une surabondance de création là, dans le domaine de la musique, en l'occurrence, on peut parler d'autres domaines, mais la mise à disposition de musique par streaming, elle a contribué aussi à une forme de surabondance de consommation de la musique par rapport au fait que avant, quand tu voulais consommer de la musique, c'était via des médias physiques, par certains aspects via de la radio, même si l'expérience n'était pas tout à fait la même. Le fait d'avoir la création de divertissement personnalisé, j'ai le sentiment que ça a vite ses limites et que ça ne pourra pas supplanter la création mise à disposition en commun pour plein de monde, en tout cas sur un socle commun, parce qu'il y a encore besoin dans notre société, j'ai l'impression que c'est un attendu, de partage collectif. Tu vois, quand il y a un album qui sort, peut-être moins maintenant, mais il y a quand même un petit peu cet enjeu de l'artiste que beaucoup de monde suit et qui sort un album à un moment donné, qui fait date. Les concerts, évidemment, la sortie d'un film, la sortie d'une série, qu'est-ce qu'il fait ? Et je pense que c'est pas demain la veille que ça va être remplacé par des éléments trop personnalisés. Il y aura peut-être des petits éléments dedans. L'exemple le plus emblématique, c'est aussi la sortie d'un jeu vidéo ou d'une série avec les personnes qui sont en affinité, qui en parlent. Donc, j'ai l'impression que
la création du divertissement personnalisé ne me paraît pas être une source d'ombrage à la création mise à disposition. C'est plus sur les moyens de produire cette création qu'il me semble y avoir un vrai sujet, non? Oui, alors voilà, moi, si tu veux, ce que je voulais dire aussi, c'est à ce propos de création, si tu veux, personnalisée par des gens. Bon, moi, je rapproche un petit peu ça des Vocaloid parce que quelque part, c'était déjà ça, c'est-à-dire que les Vocaloid, c'est des gens qui font chanter donc des stars, voilà, des stars. Il faut chanter Hatsune Miku, c'est une star virtuelle, donc voilà, c'est un logiciel. Il faut chanter un logiciel sur de la musique qu'ils composent eux-mêmes. Et en fait, l'émergence d'Hatsune Miku va pas du tout nuire à quiconque, tu vois, dans le monde de la musique, c'est juste un truc en plus. Et c'est un truc qui est éminemment communautaire. C'est donc tout un truc de créativité foisonnant comme ça qui se partage et qui vit vraiment par le partage et par la communauté. Et donc, effectivement, tu pourrais te dire, finalement, ça pourrait être analogue pour les créations par IA, quoi. Ouais. Et je pense que ça le sera. Mais il y a quand même la question sous-jacente c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de créer une chanson sur Udio que de composer et de faire chanter Hatsune Miku. Bah oui. Parce que pour faire chanter Hatsune Miku, les logiciels sont compliqués, il faut composer de la vraie musique, elle n'est pas composée pour toi. Je veux dire, le truc, il chante, mais il chante sur des notes que tu as composées toi. Donc c'est beaucoup plus, c'est quand même différent, tu vois. C'est une étape en plus. C'est quand même une étape en plus. Alors, est-ce que ça va ressembler beaucoup, en fait, finalement, à la scène Vocaloid ? Est-ce que ça va être très différent ? Bon, c'est encore difficile de le dire, quand même. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les Vocaloid, évidemment, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode. Et donc, vous l'aurez sur tacafé.fr, les liens vers les épisodes de Paraculte, où tu avais déjà parlé des Vocaloid. Ça peut être intéressant de remettre ces thèmes en avant. Écoute, hyper intéressant. Merci Guillaume d'avoir fait l'exercice. Je sais pas si on a fait le tour des sujets sur lesquels tu voulais rebondir suite à cet épisode. Il y a des choses que j'avais pas évoquées, partagées avec toi et que tu voulais compléter ou non? Non, il me semble qu'on a un peu fait le tour. C'est pas si compliqué que ça non plus. Il n'y a pas. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas matière à en parler 2 heures, je pense. Hein, mais après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Et puis voilà. Merci beaucoup pour ce retour et promis, hein, on va pas faire pulluler non plus le podcast de ces contenus-là. D'ailleurs, je me disais même en écoutant l'épisode et en suivant un peu sa diffusion, Guillaume, je me disais qu'il y aurait presque besoin d'un label dans les podcasts maintenant en disant garantie 100% voix humaine ou tu vois, enfin je sais pas, il faudra peut-être commencer à réfléchir à ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu passer effectivement un commentaire, alors je sais plus où c'était pour le coup, mais voilà, j'ai vu passer un commentaire où c'était où il y a quelqu'un qui disait pitié. Ou c'était peut-être justement un avis dans les. Peut-être c'était un avis. C'était peut-être un avis effectivement. Et ça disait pitié, ne vous remplacez pas, ne mettez pas des voix de synthèse et nous. Mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout le but. Alors, c'est évident qu'on va rester nous-mêmes, on va parler avec nos voix pourries. Et on va écrire nos textes pourris, et puis ça va continuer comme ça, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, on n'a pas ni besoin ni envie de se synthétiser, de devenir synthétique, quoi. On n'en a pas ni besoin ni envie. Parce que, en fait, je veux dire, on sait parler de tech. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on sait parler de tech. On n'a pas besoin qu'un chatbot vienne nous faire parler de tech à notre place. Hein. On sait le faire, ça fait longtemps, quoi. Par contre, je ne sais pas faire de musique. Et quand tu sais pas faire un truc, c'est intéressant. Avoir une IA qui le fait à ta place, et forcément, ça te donne une puissance, ça donne une puissance de création supplémentaire. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire des belles images, mais je peux utiliser SDXL. Tu vois, et c'est vrai que pour ce que je sais faire, je m'en fous des IA. J'ai rien à foutre qu'une IA sache faire ce que je sais déjà faire. Mais pour ce que je ne sais pas faire, ou pour ce que je sais faire très mal, évidemment, ça peut changer beaucoup de choses. Tu vois. Donc bon, vous inquiétez pas, on restera les sacs à viande, vos sacs à viande favoris resteront là. Après, on s'interdit pas, je m'interdis pas effectivement pour le fun en été quand on n'est pas là, par exemple, de diffuser encore un truc. Bon, parce que j'avais cru comprendre que les retours étaient quand même plutôt positifs, donc je me dis bon, s'il y a encore de la matière, autant la rentabiliser, parce que rentabilité. Autant la rentabiliser effectivement avec éventuellement avec un autre épisode. Et d'ailleurs. Bon, je fais un petit appel du pied, mais si vous faites des chansons que vous trouvez cool, pourquoi ne pas faire un épisode où je mets les chansons que j'ai faites, vous nous envoyez les chansons que vous voulez. Il faudrait se mettre un thème, tu vois. Alors, on va dire que le thème, ça pourrait être la tech, et puis c'est des vraies chansons, c'est-à-dire des vraies chansons, c'est-à-dire des trucs qui font 3, 4, 5 minutes, quoi, tu vois, des chansons, pas juste des trucs de 30 secondes ou 2 minutes, tu vois, mais
des chansons voilà, qui se tiennent, voilà, 3-4-5 minutes, pareil, peut-être plus si vous voulez un beau truc, sur la tech et dans la langue que vous voulez, on s'en fout. Hein, et puis voilà, et puis si on les trouve cool, on les passera, et puis moi je mettrai celles que j'ai faites, et puis voilà, et puis ça nous fera un petit épisode J'adore. sympa cet été, éventuellement. Excellent. Eh ben écoute, le rendez-vous est pris et peut-être que le meilleur moyen de réagir à ça, c'est d'aller sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Mais évidemment, on prend vos commentaires, vous les publierez. Merci beaucoup. Dernier truc, Merci. Oui. parce que je voudrais pas non plus qu'on m'accuse de publicité, machin, tu vois, de pousser à l'achat, parce que Udio n'est plus gratuit. Malheureusement, et oui, parce qu'à l'époque où j'ai fait, il était en bêta, il est toujours en bêta, mais à l'époque où j'ai fait le truc, il était gratuit, vous aviez plein vous pouviez faire tout ce que vous voulez. Là, vous avez 10 générations par jour, sinon c'est 12 balles pour avoir 1200 générations. Ah là là. Donc, je voudrais pas non plus vous pousser à quoi que ce soit. Si il se trouve que avec Suno ou Udio ou ce que vous voulez, vous produisez un truc comme ça et que vous trouvez ça cool, éventuellement on pourrait le passer si on trouve ça cool. Mais après, évidemment, voilà, je pousse pas à l'achat d'abonnement Udio. Je ne suis pas sponsorisé par Udio. Si Udio veut me sponsoriser, qu'il me contacte. On pourra en rediscuter. Eh ben écoute, tu fais bien de le préciser, effectivement. Moi, j'avais pas utilisé Udio depuis que tu en avais parlé la dernière fois. Je suis sûr d'ailleurs au passage qu'il y a plein d'autres outils de ce type-là. Pareil, si vous avez d'autres suggestions d'outils, n'hésitez pas. Merci beaucoup. En tout cas, Guillaume, pour ce retour sur la production et la réalisation de cet épisode de Tech Café spécial que vous avez donc à votre dispo sur techcafé.fr ou dans le flux du podcast. Et puis, merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode de supplément. Il est temps également, Guillaume, qu'on puisse rappeler aux auditeurs où on peut nous retrouver. Alors toi, on peut certes te retrouver sur Udio, mais on peut te retrouver aussi ailleurs, bien sûr. Sur ICQ ? Non, je déconne en fait. Ça fait j'ai lâché depuis 25 ans. Juste quelques jours ou quelques semaines au pire. Mais c'est ça. Non. Mais tu sais que j'avais un identifiant, mais je l'ai perdu depuis 20 ans, malheureusement. Je ne sais pas. J'ai dû en avoir un aussi, mais il n'a pas fait long feu. Non. Du coup, on te retrouve nulle part, c'est ça ? Ah bah non, mais effectivement, on te retrouve sur Udio en train de finaliser les derniers trucs pour cet été, sûrement. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et comme chaque semaine maintenant dans un épisode de Tech Café. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis rendez-vous donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à toutes et à tous.